Salut Julien, merci beaucoup d'être là. Mon C'est vraiment plaisir. très D'habitude. cool. Ouais, à fond. Euh, En fait, aujourd'hui, si tu veux, je te reçois sur la chaîne coaching parce que le but de ces interviews que j'ai envie de faire, et je voulais vraiment que tu sois le premier, c'est d'avoir en fait différents parcours parce que je pense qu'il y a plein de jeunes coachs ou de gens qui aspirent à être coach, à être owner, à être peu importe, mais qui savent pas en fait qu'il y a plus qu'une voie. Tu n'es pas obligé d'être employé 38 heures à donner des cours collectifs ou des watts toute la journée. Tu n'es pas obligé non plus d'ouvrir une box pour être heureux. Enfin, tu vois, il y a moyen Non, de... c'est On pas est le même d'accord. boulot. Oui. Hein. Voilà, donc tout ça, on va en parler. Et donc, en fait, mon idée, c'est de te poser une série de questions qui vont justement nous faire réfléchir sur ton parcours et comment on peut, du coup, s'en inspirer, voir ce qui. Voilà, ouvrir des perspectives. OK? Oui. Donc, pour placer le contexte, tu as une dizaine d'années de plus que moi, tu as 45, 47, 46. 48. T'as vu, je t'en enlevais une ou deux. Hein. Oui. Donc, 48 39, ans. pareil. Voilà, et tu coaches depuis toujours? Ça dépend un peu de ce qu'on appelle coaching. Vraiment, j'ai commencé à me focaliser là-dessus quand j'avais quoi, 20 ans, quelque chose comme ça. J'ai commencé. C'est quand j'ai commencé le MMA, tu sais, le Vale Tudo à l'époque. Enfin, c'était pas du MMA à l'époque, mais c'est comme c'était vraiment le début de la chose, tu vois ce que je veux dire. C'était un peu un mix de tout. Et avant ça, bon, j'ai toujours été un sportif de toute façon, à un certain haut niveau, même comme gamin, quoi. Mais donc, autour de 18 ans, je commence la musculation parce que je veux être comme Arnold Schwarzenegger, quoi. Et donc, je fais ça et ça marche. Je prends du poids, tout va bien. J'ai pas le talent d'un pro bodybuilder, c'est évident. J'ai pas la forme du muscle, j'ai pas cette capacité de gagner que du muscle et tout ça. Et c'est pas la mentalité non plus, de toute façon. Vraiment, ça a jamais été pour moi, quoi, dans ce sens-là. Mais donc, je vois le premier UFC, Royce Gracie et tout ça. Et donc, je vais faire du MMA dans une salle. Et il y avait tout un système de conditions physiques que j'ai dû changer parce que je me suis aperçu d'un truc, c'est que le bodybuilding, ça marche pas. Il fallait faire tout ce qui est. J'avais pas, tu sais, la capacité de me bouger suffisamment. Donc, je commence à faire énormément de calisthenics, de trucs comme ça. Ok. Et le prof, à l'époque, il me voit faire tous ces mouvements-là d'animaux, de machin, et il me dit, pourquoi est-ce que tu viens pas faire le warm-up pour la classe, quoi. Et je dis, OK, donc tu as 20 minutes. OK. Et donc, de là, il me dit, donc ça marche bien, il me dit, OK, maintenant, je veux que tu assassines tout le monde parce qu'il y a trop de gens. La salle est petite et on était déjà à 20, quoi. Et c'est vrai que la salle était petite pour ça, quoi. Et donc, je fais tous mes mouvements, j'assassine tout le monde et 2 semaines après, on est à 40. Et il vient me voir, il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas ça que je t'ai demandé. Et j'ai dit, oui, mais je comprends pas. Le plus dur je fais, Ouais, ils adorent, le quoi. plus ils reviennent, quoi. Et je pense que ça a été à ce moment-là mon début de coach, quoi. Ouais, Parce t'as eu que un je peu me le suis rendu déclic. compte que j'avais un truc. Ouais. Pour Ouais. torturer les gens, ça marchait bien, quoi. Puis j'avais une façon de faire rigoler tout le monde, alors qu'en vérité, je les insultais tous et tout ça. Et je me suis retrouvé à vraiment avoir un plaisir à faire ça qui était bien Hmm. supérieur à mon plaisir de compétiteur, d'athlète ou de choses comme ça. Parce que probablement pour ça que je suis jamais vraiment allé très loin. C'est Je que le vais, coaching, c'était toujours plus intéressant pour moi. je vais relever ce que tu viens de dire parce que moi, j'ai eu exactement la même révélation. En fait, c'est que je préfère être coach qu'athlète. Ouais, Peu importe le sport, peu importe où, ouais, il n'y a que au basket où je suis resté un joueur et que j'ai pas envie forcément d'être coach, en tout cas pas pour le moment. Mais je prends plus de plaisir à enseigner, à transmettre et à avoir le succès chez quelqu'un d'autre, finalement, que vraiment moi me développer dans une carrière sportive. Et tu as eu exactement la même chose, alors qu'en plus tu étais à haut niveau. Et donc, ouais. c'est quand même une première chose qu'il faut se dire, c'est que les gens qui veulent coacher pour permettre d'être athlète en dehors, etc., c'est pas le bon calcul. C'est C'est pas le l'un ou bon l'autre. calcul. Il y a un moment donné. Donc, ça ne veut pas dire que tu. OK. Donc, déjà, il faut commencer là-dessus. On peut être un Ok. coach et être à un haut niveau. On est bien d'accord. Mhm. Mais c'est toujours la même question. Tu sais, c'est la règle du 80-20. Tu sais, 80% des résultats pour 20% du travail. On arrive toujours à ce moment donné. Donc, si on a un certain don par rapport aux choses, une certaine capacité sportive, on arrive à un certain niveau dans un sport qui peut être un haut niveau. Mais il y a toujours l'étape après ce haut niveau où tout d'un coup, ce n'est pas une question de haut niveau, c'est de devenir le meilleur. Ou au moins dans cette zone-là. Peut-être pas le meilleur, mais vraiment un très haut niveau. Et il y a toujours un moment donné où il va, pour passer au prochain niveau, et ça, à ce niveau-là, c'est en fonction du talent, des gens, de beaucoup de choses. Mais il y a toujours un moment donné
où il va falloir devenir égocentrique. Et Même attention, pas égoïste, complètement égocentrique. égocentrique. Toute l'énergie doit être basée sur soi-même. Ça veut dire que tu n'as plus d'énergie suffisamment pour donner aux autres, pour Tu n'as plus l'intérêt des apprendre. autres. C'est ça, l'intérêt des autres. C'est vraiment intéressant ça. Tu n'as plus l'intérêt. On voit ça énormément sur tout d'un coup, tu vas forcer tout le monde à faire ta programmation à toi, ce que tu fais. Quoi. Et ça, on voit tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui marche pour toi, ou je suis plus fort en ce moment, donc tout le monde doit le faire. C'est super intéressant parce que tu vois, par exemple, moi j'ai souvent programmé, ça fait très très longtemps que je programme maintenant pour des individus qui étaient toujours meilleurs que moi. Et donc, ça n'a jamais été fait ce que moi je fais. Par contre, j'ai toujours testé des choses en amont sur moi-même pendant des semaines, voire des mois, et puis dire, OK, ça par contre, ça va être une plus-value, on va le mettre dans la programmation. Et donc, ça devient une démarche altruiste. C'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. C'est la manière correcte de le faire. Il faut d'abord tester. De toute façon, si quelque chose marche avec moi ou un de mes coachs ou quoi que ce soit, il y a des chances que ça marche avec d'autres personnes aussi. Donc, on va le mettre dans la programmation, on va tester. Mais c'est pas la même chose que d'avoir une compétition qui arrive dans 2 mois. Donc, je m'entraîne en force. Donc, tout le monde soit entraîné en force. Quoi. Même si dans ta boxe, c'est pas pour ça que les gens sont venus. Quoi. On voit ça beaucoup. Par exemple, il y a l'Open qui arrive et le mec qui se dit, je veux me qualifier pour les régionaux à l'époque et maintenant pour le CrossFit Games. Et donc, il va forcer tout le monde à faire des muscle-up ou des trucs comme ça parce que c'est dans sa programmation. Parce que, bien sûr qu'il ne devrait pas le faire, mais c'est un être humain. Et tu commences à te focaliser tellement sur une chose qu'il est naturel de vouloir le donner à tout le monde parce que c'est plus facile comme ça. Parce que comme ça, on n'a pas besoin de se faire chier à penser à une programmation différente en se disant, oui, mais en ce moment, on n'est pas dans les muscle-up, on est dans le… Tu sais, construire le moteur ou un truc comme ça. Oui, mais j'ai pas envie de penser à des workouts qui sont 30-40 minutes parce qu'en ce moment, moi, je me focalise là-dessus. C'est toujours pareil. Il y a une énergie qui se dépense à droite, à gauche et à la fin, c'est pas une énergie qu'on dépense sur soi-même par rapport à la compétition. Et malheureusement, ce côté égocentrique est nécessaire à un certain niveau, on va dire. Et la plupart du temps, comme coach, c'est une question de bien-être de ses élèves, de ses clients, quoi que ce soit, qui importe. Et le bien-être et la compétition à très haut niveau n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ça, on est d'accord. Et ça me fait vraiment penser à l'analogie dans l'autre sens. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu peux être un coach, mais si tu veux devenir un bon ou un très bon coach, il va falloir te dédier à ton craft, quoi, à ton métier, quoi. Et donc, tu peux pas non plus continuer à t'entraîner 3 fois par jour. Tu peux pas continuer à… Tu vois ce que je veux dire ? Il va falloir à un moment donné dire, OK, je vais aller faire le taf, je vais aller me former, je vais essayer des nouveaux trucs, je vais peut-être me planter parce que je vais me planter, je vais lire des bouquins, je vais donner des heures de coaching parce que c'est là que tu progresses le plus, c'est sur le terrain. Et tout ce travail-là, et coacher, c'est fatigant. Et s'entraîner dur, c'est fatigant. Donc, et s'entraîner dur, c'est 3 fois par jour. Exactement. Tu n'as pas l'énergie pour tes clients, tu ne vas pas faire attention et tu ne vas pas passer l'heure en plus à lire le soir. Lire des études, c'est un skill, quoi. C'est pas lire de la science-fiction, hein. C'est pas la même chose. Lire des études et pouvoir intégrer toutes ces connaissances-là, c'est très fatigant, c'est énormément de boulot, c'est un skill en lui-même, quoi. Et donc, tout ça, tu ne peux pas le faire. Donc, tu peux être un bon coach et un bon athlète, mais si tu veux être très bon, va falloir choisir l'un ou l'autre. C'est ça. On est entièrement d'accord. Et du coup, tu nous parles de ça quand tu avais plus ou moins 20 ans. C'était où? Parce que je sais que tu as vécu à beaucoup d'endroits. C'était où cette histoire avec… C'était à Paris, ça. OK. Ouais, et c'est là que j'ai commencé. Aujourd'hui, tu as donc 48 et tu vis pour le moment au Brésil. Oui. Et… Pardon? Pour le moment, on ne sait jamais. Ouais. Dans 5 ans, ça sera peut-être… T'as vu, c'est pour ça que je dis pour le moment. Je commence à comprendre. Et du coup… est-ce que tu peux nous dire d'abord pourquoi le Brésil et aussi, maintenant, c'est quoi ton job? Ouais, donc le Brésil, j'ai vécu ici il y a 18 ans. J'avais donc 30 ans et ma fille est née ici, donc avec mon ex-compagne. Et on était en Europe avec la pandémie et tout ça. J'ai vu la réponse européenne qui m'a semblé très autoritarienne, on va dire. Et j'ai lu suffisamment pour savoir que quand ces choses-là se passe en Europe, j'ai déjà vu le film, il termine pas bien, on va dire ça, quoi. Donc je me suis dit, je vais pas payer mes impôts ici, je ne suis pas d'accord avec la façon dont ils ont fait les choses, dont ils continuent à faire les choses. Cette guerre de classe
entre maintenant qui est vacciné contre non vacciné, tous ces trucs-là, simplement, ce n'est pas une énergie dans laquelle je veux vivre. C'est tout. Donc, on s'est dit, on va bouger avec ma fiancée. Et je me suis dit, bon, ben, autant ramener Yaya, ma fille, près de la famille qu'elle a ici, toujours. Et ça serait bon pour elle de connaître la culture brésilienne parce qu'elle est à moitié brésilienne, donc des choses comme ça. Donc, ça a été une transition qui a été naturelle et parfaite. On est très heureux ici et on va y rester pendant un certain temps. C'est très cool. Et donc, ton job? Mon job, c'est toujours le même, c'est coach, c'est-à-dire que malheureusement, je l'ai fait beaucoup plus online qu'en personne dans les 2 dernières années, mais ça n'a pas changé, quoi. C'est-à-dire que mon job, vraiment, c'est de pousser StrongFit de manière à avoir une meilleure connaissance de la condition humaine. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que je deal énormément avec anxiété, avec dépression, en plus du mouvement. Donc, j'ai des gens qui veulent devenir plus forts physiquement, plus forts mentalement. J'ai des gens qui veulent simplement perdre du poids parce qu'ils ne se sentent pas bien dans leur peau, mentalement et physiquement. Et donc, comment est-ce qu'on gère? Et donc, ce sont des opposés, mais à l'arrivée, c'est la condition humaine. Donc, pour moi, c'est la même chose. Ce qui marche pour l'un doit marcher pour l'autre. Si on comprend vraiment les principes fondamentaux de la condition humaine, pouvoir aider quelqu'un à perdre du poids ou se sentir mieux dans sa peau physiquement ou mentalement, c'est la même chose que de devenir plus fort physiquement ou mentalement. Les deux sont liés de toute façon, quoi. Donc, c'est ça, en vérité, ce qui m'intéresse moi à l'heure actuelle, c'est d'être un coach pur dans ce sens-là. C'est-à-dire que d'un côté, je vais aider quelqu'un qui est obèse, de l'autre côté, je vais aider un athlète qui veut aller au CrossFit Games et tout au milieu, quoi. Et pas simplement me focaliser sur une partie de mon travail. Donc, ça a été vraiment ça. Ça a été un gros changement pour moi de ce côté-là. Et physiquement, c'est-à-dire que je n'ai pas lâché le morceau, simplement j'ai une vision un peu différente des choses maintenant. C'est-à-dire que je veux toujours devenir aussi fort que je le peux, le muscle, tous ces trucs-là. Mais je veux aussi montrer aux hommes qui, après 30-35 ans, que la vie n'est pas finie, quoi. Ça m'agace énormément de voir des jeunes, parce que c'est 20 ans plus jeunes que moi, qui à 30 ans déjà deviennent gras et arrêtent de s'entraîner, quoi. C'est-à-dire qu'à 30 ans, là, physiquement, on est fini. Et non, je refuse d'intégrer ça. Donc, je veux montrer qu'on peut quand même gagner du muscle, qu'on peut quand même rester fort sans avoir usé des drogues ou des trucs comme ça et que c'est faisable. Parce que je sais qu'il y a énormément d'hommes à 40 là qui se disent oh, « Ok, j'ai un gosse, un business, je suis fini, je ne peux plus m'entraîner et tout ça. » Et ce n'est pas vrai. Ça demande une certaine discipline, on est d'accord, mais il y a manière de faire ça. Et donc ça, c'est un peu ton lead by example actuel, finalement. Ouais, carrément. Ok. Tu veux montrer vraiment, c'est quelque chose que je commence à prendre à cœur parce que je vois bien comment est-ce que… Tu sais comment tu te rends compte que tu es en train de devenir plus âgé, c'est que le marketing change. La façon dont les corporations te vendent des choses commence à changer. Quand tu as 18-20 ans, c'est un certain marketing. Il y a un moment donné où le marketing des pubs dans la télé et tout ça, tout d'un coup, n'est plus pour toi. Et tu dis, je suis plus vieux maintenant. Et j'ai vu ça donc en fonction, tu sais, 10, 20, 30, 40. Et maintenant que j'ai 48, je vois bien que le marketing, c'était bon, rien ne marche plus dans ton corps, ta tête est en train de partir, tu es vieux, tu es plus près de la fin que du début, mais il y a une drogue ici ou une pilule ou quoi que ce soit qui va te permettre de te sentir un peu mieux. Ce qui m'agace profondément, on va dire ça comme ça. Et donc je me suis dit, ok, donc il y a besoin, donc, comme d'habitude, d'un équilibre par rapport à ça de l'autre côté. Et comme essentiellement tout le monde est toujours en train de te dire que tu ne peux pas faire de progrès dans la quarantaine, ce qui au niveau de la force n'est pas vrai en parlant de ça, je me suis dit, ok, donc on va commencer à en parler au moins. Je vais te rejoindre là-dessus sur un truc. À partir de la quarantaine, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus difficiles, ça, on ne va pas dire le contraire. Bien d'accord. En force, on peut continuer à prendre sans aucun problème. Ouais. Je pense qu'en masse musculaire, si on n'a pas atteint son potentiel maximal, on a encore de la place. Ouais, toujours une question de potentiel maximal, c'est tout. Voilà. Et là où c'est plus difficile, par contre, c'est sur la partie explosive. La vitesse, le sauter. La récupération. Voilà, et la récup. Ça, on est d'accord que c'est plus dur. Mais dire que c'est pas possible, je veux dire, d'ailleurs, tu es en train de le prouver, tu as 48 ans, je vois bien que tu es en forme. Enfin, je vais dire, on voit tes perfs pour le moment et tout. Tu es en forme, ça se voit, ça se sent. C'est hyper inspirant, d'ailleurs, je pense, pour un maximum de monde, quoi. Ouais, il faut être plus intelligent sur la récupération.
Et l'explosivité est un problème. Mais par exemple, mon meilleur 5 km était quoi? 20 minutes et 22, je ne sais plus ce que j'avais fait. Un truc comme ça, quoi. Je peux dire que je pourrais le battre maintenant au même poids, quoi. Même en étant un peu plus lourd parce que j'ai gagné du muscle. Mais parce que tu n'étais pas à ton potentiel maximum de ce côté-là. Exactement. C'est une question de potentiel maximum, c'est tout. Et tu peux l'atteindre à 50. Même sans les drogues, même sans TRT, je prends rien de tout ça, il y a quand même moyen. Par contre, courir plus vite, ça ne va pas se passer. Et au niveau de la récupération et au niveau récupération des petites blessures, c'est beaucoup plus lent. Ouais. Ok. Ouais. Donc, mais en même temps, de l'autre côté, tu es beaucoup plus intelligent. Donc, tu sais, tu te connais toi-même mieux. Et donc, ça te permet de dealer avec certaines choses d'une manière plus intelligente, plus précise, plus efficient, comme ils disent en anglais, et donc d'avoir de meilleurs résultats de toute façon. Parce que, oui, ils sont plus explosifs à 20, et la récupération est beaucoup plus rapide, mais en même temps, ils se blessent beaucoup plus parce qu'ils font beaucoup plus de conneries. Ils n'arrivent pas à écouter leur corps, soit l'ego est toujours au milieu, la pression de la société autour est beaucoup plus forte à 20 qu'à 45, des choses comme ça. C'est sûr. Donc, à l'arrivée, il y a toujours moyen de le faire. Alors, je fais juste une pause 2 secondes. J'ai un peu des coupures son de mon côté. Toi, pas du tout. Tu as un son très. Ok, alors je pense que c'est peut-être mon casque alors, parce que ça va, ça vient. Okay. Ouais, non, pour moi, c'est parfait. Ok, parfait. Alors, je vais juste essayer une fois de le débrancher, de le rebrancher. Et on va voir. M'assurer que je suis bien sur le bon. Non, je crois que c'est de mon côté. Il doit y avoir une petite incohérence. Attends, je vais juste en profiter du coup pour mettre du jus. Parce que ce serait trop dommage d'être coupé au milieu. Voilà, désolé. Je préfère faire ça que d'avoir un ami au milieu du truc. Ouais, au milieu, ouais. Ok. Alright. Ma question suivante, c'est par rapport à ce que tu fais. C'est-à-dire que j'ai compris ta mission, je pense. C'est vraiment aider la condition humaine et tu veux être coach autant de l'athlète de top niveau que de la personne qui a besoin juste de redémarrer de zéro et tout au milieu. Et ça, je respecte au plus haut point. C'est vraiment la même vision que j'ai. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Tu vois ce que je veux dire? Parce que je dis, tu es à Rio. Voilà, c'est ça. Comment ça fonctionne? Donc, concrètement, ce que je fais, il y a le côté online, il y a le côté en personne. Donc, en personne, je me focalise énormément sur mes séminaires et sur les Coaches Week et tout ça parce que je suis à c'est pas une question de niveau, mais je suis à un moment donné dans ma carrière où je pense que les plus grands progrès que je peux amener, c'est en entraînant les coachs, en entraînant les coachs directement. Donc, c'est essentiellement ce que je fais. Je fais des séminaires où 90% des gens sont des coachs ou gym owners et pareil pour la Coaches Week. Donc, tout ce qui se fait en présence se fait essentiellement au niveau des séminaires de la Coaches Week. Je fais plus autant en personne, je fais plus autant d'assessments qu'avant, de consultations, d'entraînement direct un comme un. Et je n'ai plus aucune envie d'avoir une gym, d'avoir une box ou un truc comme ça. Pour l'instant, on attend peut-être plus tard, mais là, en ce moment, la volonté est à zéro. StrongFit me prend énormément de temps parce que vraiment, mon temps est divisé entre le côté online et donc la formation des coachs que j'ai qui se fait online, ma plateforme de social media qui s'appelle Mighty Networks où avec mes podcasts et mes trucs comme ça, je fais mes séminaires et Coaches Week et le reste du temps, c'est basé à l'étude. C'est-à-dire que je lis énormément et ça prend beaucoup plus de temps et d'énergie que les gens pensent. Dès qu'on commence à amener des choses sur le lactate, sur, orexin neurons, tous ces trucs-là, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, il y a un moment donné, il faut voir où on va mettre son énergie. Et donc, moi, physiquement parlant, une partie de ma journée se fait au niveau des podcasts parce qu'il faut filmer, il faut faire éditer, comme tu le sais très bien. Donc, il y a une production de vidéos et tout ça que je dois faire pour le mettre dans ma plateforme de social media. Il y a toute une partie de mon temps qui se fait sur l'étude, une partie de mon temps qui se fait sur l'entraînement parce qu'il faut que je puisse continuer à m'entraîner si je veux aller de l'avant. Et après ça, c'est séminaire et Coaches Week. Et honnêtement, c'est ma semaine entière, ça. C'est ça. Et tu dirais que tu étudies combien de temps par rapport à ce que tu coaches? Tu vois, genre tu fais en ratio ou en heures, comme tu veux. Je fais 2 heures d'études par jour.
parce que je peux pas faire plus, honnêtement. Et 7 jours sur 7 ou tu prends des breaks? 5 jours, je peux pas. C'est 10 heures par semaine. Non, mais je comprends, c'est énorme déjà, c'est énorme. Il y a pas moyen de faire plus. J'aimerais bien étudier plus que 2 heures par jour, mais il n'y a pas moyen. Après, c'est juste de la mémorisation. C'est mon cerveau qui part en sucette, quoi. Je m'entraîne 5-6 fois par semaine, donc ça, c'est un autre. Généralement, c'est quoi? C'est 1h30. Et tout ce qui est podcast, ça me prend bien 10 heures par semaine, je dirais, parce qu'entre le filmer, éditer, tout ça, ça pourrait être bien 10 heures par semaine, quoi. Donc, on en est déjà à 30, à peu près. Et le reste, après ça, c'est j'ai beaucoup de vidéo calls, quoi. J'ai des vidéo calls avec mes coachs, tu sais, le mentoring programme, comme tu le sais bien, et avec mes clients particuliers. Donc, ça va être le reste du temps, quoi, qui est un autre 10-15 heures par semaine, quoi. Ok, ouais, donc t'as des belles semaines aussi. Ouais, on est à 40-45, ouais, c'est à peu près, ouais. Ah ouais, c'est cool, c'est cool. Mais je le fais comme c'est mon schedule, c'est pas si dur que ça. Si j'ai besoin d'un break, je le prends, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Comme tu organises ton propre planning, tu peux. Oui, je suis d'accord. Je peux le gérer parce que sinon, il n'y aurait pas moyen, honnêtement. Sinon, c'est trop énergivore, je suis d'accord. Ouais, c'est pas possible. Si j'étais forcé dans un bureau avec une horaire particulière, je ne pourrais jamais faire ce que je fais parce que pour pouvoir étudier, c'est vraiment quand j'en ai envie, quoi. C'est vraiment l'état d'esprit particulier. J'ai besoin d'être dans ma tête et tout ça. Donc, il y a même des jours où j'en suis pas capable, quoi. Donc, je dis, OK, donc on va faire autre chose. Et donc, j'ai des trucs où je joue, tu sais, à Stargate 2 sur mon ordinateur. C'est simplement pour me forcer à développer cette capacité de travail par rapport à l'ordinateur et tout ça. De temps en temps, je fais ça aussi parce que ça m'aide, quoi. Ça m'aide à éditer les podcasts et les trucs comme ça. Donc, tu vois ce que je veux dire, les jeux comme ça, par exemple, aident énormément. Donc, ça fait partie du boulot, presque. Pas vraiment, mais en vérité, oui, si. Oui. Ouais. T'as eu un gros breakthrough avec Barbell Shrugged, où tu as fait un ou deux podcasts qui ont explosé et qui ont été très très vus, et ça t'a permis de faire des séminaires dans le monde entier. Je pense que c'est une expérience juste incroyable. Et puis je pense aussi que tu as rencontré un paquet de monde. Je sais que tu as coaché aussi quelques athlètes de haut niveau. Donc tu as fait un paquet de trucs. Et selon toi, parce que je trouve qu'on a tous une définition tellement différente de ça, selon toi, c'est quoi ton ou tes plus grands succès? Qu'ils soient d'ailleurs professionnels ou personnels ou ce que tu veux. Tu penses que c'est quoi vraiment les 1, 2, 3 événements vraiment où tu dis waouh, ça c'était dingue? Ouais. En vérité, les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé avec Barbell Shrugged. Barbell Shrugged, c'était 6 ans dans le making, quoi. C'est ça que les gens ne vont pas voir, c'est qu'ils vont voir une podcast et ils se sont dit ah, cool, c'est ça qu'il faut que je fasse et tout ça. Oui, mais la podcast s'est bien passée pour des raisons différentes et il faut déjà être une personne intéressante pour bien se donner sur un podcast. Donc, il faut avoir eu une vie intéressante. Donc, déjà, pas besoin de rentrer là-dedans, mais ça en fait partie. Mais ce que les gens n'ont pas vu sur Barbell Shrugged Podcast, c'est quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que j'avais ouvert ma gym 5 ou 6, au moins 5 ans avant Barbell Shrugged. Et il faut bien comprendre que les 3-4 premières années étaient vraiment dures, quoi. J'ai commencé en ramant. À l'époque, j'ai vendu ma voiture, tout l'argent que je l'avais, et je me tapais sur la bicyclette à Palos Verdes en haut en descente. J'ai perdu 10 kilos. Tu vois, des trucs comme ça. Et donc, il y a tout un travail, et j'arrivais jamais à payer le loyer de mon appartement et de la gym en même temps, quoi. C'était soit l'un au début du mois et l'autre au milieu du mois, mais jamais les deux ensemble, quoi. Donc, il y a eu des années de stress par rapport à ça, où je gagnais suffisamment d'argent, mais à peine, et certains mois, pas vraiment. Donc, il y a eu énormément de ça aussi. Et donc, moi, quand j'ai fait ma gym, j'ai eu une ligne dans le sable, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait certaines choses où je me suis dit, je vais faire les choses comme ça et pas autrement. Je suis très, très, très têtu quand il vient de certaines choses. Et je me suis dit, là, il y a des trucs que je ne vais pas faire. Je ne vais pas faire les Groupon, tu sais, les promotions de machin de trucs. Je ne vais pas faire des groupes de classe sur certaines choses. Sur CrossFit, ça va, mais sur autre chose, je me suis dit non. Et je vais aller toujours de manière à pousser, pas la performance, mais dans le sens du bien-être autant que la personne. Donc, je vais toujours m'occuper du côté mental des personnes. Donc, j'ai vraiment certaines choses que je voulais faire d'une certaine manière. Et ça m'a coûté énormément d'argent au départ. Ouais, donc, ça a fait que… Parce que la façon dont je faisais les choses, donc, m'a forcé
à parler aux gens d'une certaine façon et vraiment à n'être connu que du bouche à oreille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de faire du marketing sur Instagram ou tout ça parce que je ne voulais pas le faire de cette manière-là. Je voulais le faire par rapport à ce que j'apportais aux gens. Et donc, les seules personnes qui pouvaient m'amener d'autres clients, c'était déjà mes clients. Et donc, à chaque fois, ça a été ça. Un client m'a apporté un autre client qui m'a apporté un autre client. Donc, ça, mais tu sais, les gens, ils viennent, ils sortent. Et donc, ça s'est fait vraiment, vraiment très doucement, mais j'ai jamais lâché le morceau. Je n'ai jamais compromis une certaine approche mentale par rapport à l'entraînement. Jamais. Donc, mon boulot, c'était aider les gens et j'ai jamais voulu sortir de ça, même si tout le monde m'expliquait qu'il fallait faire ci, pour le boulot, il fallait faire ça, il fallait faire les groupons, tu ne vas jamais gagner de l'argent, ce qui était vrai, je ne gagnais pas d'argent, mais j'ai jamais lâché ce morceau-là parce que j'étais tellement content de faire ce que je faisais, quoi. J'adorais pouvoir entraîner les gens, donc je faisais ça. Et en même temps, il y avait toute une étude par rapport à ça que je devais faire. Et donc, j'ai jamais lâché le morceau. Mais donc, ça a duré plus de 5 ans, quoi. Et même avant le Barbell Shrug, donc j'ai 5-6 ans en train d'essayer de développer mon système. Et je parle à Chris au CrossFit Games, je m'en souviens, et ils me disent, on va venir te voir dans 8 semaines. 6 semaines, 8 semaines. Je dis, ok, cool. Et donc, pendant 6 semaines, 8 semaines, je ne suis pas resté à rien faire. En vérité, j'ai commencé à mettre mon système sur le mur de la gym. Et la première fois que je l'ai fait, je mets tout comme ça avec mes diagrammes et tout ça. Et je me suis aperçu d'un truc, c'est que ton truc ne marche pas. C'est pas bon. Là, il y a des trous partout dans ton truc, quoi. C'est comme si, tu sais, tu essaies d'écrire un script de film et tout d'un coup, tu réalises que tu ne sais pas le faire. Il y a des trous partout. Il n'y a rien qui te fait, rien n'a de sens. Et là, tu dis, s'ils viennent m'interviewer maintenant, je suis dans la merde. Bon, honnêtement, je me regarde en me disant, c'est pas bon, quoi. Au bout de 20 minutes, je vais dire quoi? Donc, je me suis dit, bon, ok, donc il va falloir bosser. Donc, je l'ai fait de la manière que je connais. J'ai mis tout derrière sur le mur. Et tous les jours, je passais devant en me disant, bah, j'aime pas cette partie-là. Mais je me suis pas affolé, mais j'ai dit, ok, donc on va essayer de faire ça. Et donc, tous les jours, je passais une demi-heure de temps en temps à regarder comme ça en disant, oh. Et à chaque fois que je passais devant, je regardais en me disant, comment est-ce que je vais faire ça? Comment est-ce que je vais faire ça? Et au fur et à mesure, 2 semaines, 3 semaines, 5 semaines, 6 semaines, le système a commencé à s'intégrer, à devenir, enfin, le commencement de ce qu'il est aujourd'hui. Mais ça a commencé de cette manière-là. Et il y avait un PDF que je lisais beaucoup qui était de Charles Munger, qui était l'assistant de Berkshire Hathaway, l'assistant de l'associé d'ailleurs. Ouais. L'associé, ouais. L'associé de, comment il s'appelle? À l'époque, il était l'homme le plus... L'investisseur le plus connu du monde et on a oublié son nom tous les deux là maintenant. Bref, Warren Buffett. Qui était l'assistant de Warren Buffett. Il avait une lecture à USC en 1994, je crois, où il expliquait comment est-ce qu'il justement il faisait leurs investissements. Et il avait les 24 points de, comment il appelait ça, Worldly Wisdom. Et rien de ça n'avait à voir avec investir l'argent. C'était simplement, il y avait des trucs sur les mathématiques, la physique, les choses comme ça. C'est critical mass, ça vient de là. Ouais. Il avait tout un système en place où comment il regardait une compagnie pour voir s'il allait investir ou pas, et ça n'avait rien à voir avec la finance. Rien à voir avec la finance. Okay. Et donc, je me suis dit, OK, donc ça, c'est magique. Et je me suis dit que j'ai besoin d'avoir ces principes-là, mes principes à moi, en place. Et donc, j'ai commencé à travailler énormément là-dessus. Et donc, quand Barbell Shrug est arrivé, j'étais prêt. J'étais prêt dans ma tête, j'étais prêt à en parler et j'étais prêt. Mais j'étais prêt parce que ça a pris 5 ans. Cet exercice de... Ouais, mais... Ouais. On est d'accord là-dessus. Et sur le fait de préparer le système, c'est quand même... C'est un putain d'exercice. Hein. Le fait de mettre par écrit, avec des schémas ou des mots, un truc que tu fais qui finalement est devenu spontané, qui est devenu intuitif, et pouvoir le structurer et l'expliquer à quelqu'un d'autre, c'est un travail, quoi. C'est un vrai travail. Moi, je le vois parce qu'ici, c'est pareil. Au fur et à mesure, et là, je pense que maintenant, j'ai une manière de faire et une façon de faire, je ne peux pas le dire autrement, que j'ai vraiment envie de transmettre. Mais passer de « je sais le faire dans un cours, je sais le faire dans un coaching, je sais, moi, le penser dans ma tête » à « je vous le transmets », ouais, il faut bosser. Hein. Franchement, il faut bosser. C'est énormément de boulot. C'est même pas une question de pédagogie, parce que ça aussi, c'est un autre problème. Mais c'est même pas une question de pédagogie, c'est une question de pouvoir mettre les choses avec
certains mots, il faut que ce soit intéressant en plus. Donc, il y a tout un côté littéraire. Et donc, c'est là où, tu sais, avoir lu énormément de philosophie, de science-fiction m'a aidé. Mais il y a aussi le côté pouvoir lire le côté technique et l'expliquer. Donc là, il y a un côté pédagogique, mais c'est aussi pouvoir comprendre le côté technique et ne pas simplement régurgiter, mais pouvoir intégrer certaines informations, le transformer en connaissance et passer cette connaissance. C'est énormément d'heures de travail, ça. Et à chaque fois qu'on met son boulot sur un mur comme ça, au début, on se dit, putain, mais c'est de la merde, quoi. Je peux pas dire ça aux gens, c'est pas bon, quoi. Et non, c'est pas bon. Mais c'est comme, il suffit de voir ça, on voit ça sur les écrivains. À chaque fois, ils disent, dès qu'ils écrivent quelque chose, s'ils sont à 60% de ce qu'ils veulent, quoi. Et ils te disent, si vous arrivez à 80%, c'est magnifique. Parce que la plupart du temps, on n'y arrive pas à 80% non plus. Donc, Ernest Hemingway le disait toujours, tu vois ce que je veux dire, il écrivait quelque chose et il le rédigeait à 50% à chaque fois. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on met, ça marche pas, il n'y a pas besoin de ça, il faut pousser. Et donc à chaque fois tu te retrouves, Ernest Hemingway c'est 50%, moi c'est 75%. Quoi. À chaque fois je commence sur quelque chose, il y a 75% du truc qui va partir. C'est pas bon, c'est pas précis, on s'en fout quoi. C'est ce que je veux dire. Ouais, très bien. Il faut pouvoir avoir C'est ça. Et du coup, c'était hyper constructif ce que tu viens de nous apporter, mais tu n'as pas répondu à ma question, qui est quel est selon toi, dans ta carrière, dans ta vie, peu importe, ton ou tes plus grands succès, selon toi, ta définition à toi? Selon ma définition à moi, il y avait le barbershop, c'était un de ceux-là, vraiment. Ouais. Le plus grand succès, ça a été dans un sens ça a été avoir mon business et financièrement parlant, vraiment toujours en train de ramer et de ne jamais lâcher le morceau. Ouais. De ne jamais lâcher les exigences de moi-même que j'avais. Alors, ça c'est super intéressant, j'insiste lourdement sur ce que tu viens de dire. Ton propre niveau d'exigence, à toi. Tu t'es dit, parce que la ligne dans le sable, je ne suis pas sûr que ce soit une expression très francophone, c'est line in the sand. Moi, je sais ce que ça veut dire, mais l'idée, c'est, je trace une ligne de valeurs, de principes, de façon de faire, je n'irai jamais de l'autre côté. Ouais. Par exemple, tu as pris un exemple simple comme les groupons, je trouvais ça très bien. Voilà, les groupons, ce ne sera jamais chez moi. Jamais. Et vous avez de l'argent, vous n'avez pas d'argent, pas de groupons. Et en fait, exactement, c'est vraiment un truc important. Quoi que vous fassiez, que vous soyez coach, owner ou peu importe, tracez cette ligne, réfléchissez-y, prenez le temps. Quelles sont les valeurs auxquelles je ne dérogerai jamais? Et c'est les vôtres, c'est pas les miennes. On est bien d'accord. Exactement. Vous prenez pas celle de Jack, vous prenez pas celle de Julien, vous prenez les vôtres, c'est très bien. Chacun a ses trucs, mais simplement il y avait des choses sur lesquelles je disais non, je ferai pas ça. Et donc il y a un moment donné, même j'en parlais avec CJ d'Invectus, où il y a un moment donné où j'ai presque arrêté d'entraîner les athlètes de CrossFit. Parce qu'il y avait un côté anxiété qui est en train de se développer, on en a parlé avec CJ, et on disait si cet athlète-là devient comme les autres de cette manière-là, j'arrête tout parce que je deviens un problème et plus une solution, quoi. Donc, il y avait des choses comme ça, mais c'est toujours, et c'est pas par rapport à ça que je le dis, c'est simplement qu'il y a certaines choses qui sont presque partie de votre identité et sur lesquelles il faut jamais bouger, quoi. Et c'est une question d'éthique, c'est une question de beaucoup de choses, mais je pense qu'un des grands trucs par rapport à ça, ça a été que j'ai pas bougé par rapport à certaines choses. Et même si tout le monde me disait qu'au niveau du business, ça aurait été mieux, peut-être. Au niveau du business, peut-être, mais par rapport à moi, non. Et donc, j'ai jamais lâché. Ça a été un des plus grands succès, je pense. Et autre chose aussi par rapport à ça, c'est j'ai gardé ma curiosité. J'ai vu trop de gens dans le business trouver quelque chose d'intéressant, avoir un point d'attaque, se mettre à 100% là-dessus et ne pas en bouger parce que c'est devenu leur business. Le problème de ça, c'est que 5 ans après, quand on en a mis toute son énergie là-dessus, on ne peut plus en bouger parce qu'on va toujours trop loin dans ce cas-là. Si on met toute son énergie sur une chose, sur une idée, il y a toujours un moment donné où cette idée ne va pas marcher dans un certain contexte. Elle ne suffira pas, oui, c'est ça. Elle ne suffira pas. Donc, rien, c'est jamais un 0 ou un 1. Il y a toujours une idée qui va arriver à un moment donné
et on va prendre un mur quelque part, quoi. C'est pas grave, ça passe comme ça. Et de là, on développe une autre idée, on commence à bouger d'une autre manière. Oui, vas-y. Un truc, parce que tu sais, moi je suis quand même dans le CrossFit maintenant depuis 2012, donc ça fait un bail aussi. C'est ça, 2013, j'ai fait ma première formation, pardon, 2013. Il y a un truc qui m'a gêné, et un jour il y a un mec qui m'a dit, mais en fait, t'es pas convaincu par CrossFit. J'ai dit, non, c'est pas ça. Le problème que j'ai, c'est que je vois que pour moi, CrossFit veut être inclusif et ne l'est pas. Oui. Il y a des manquements dans la méthode, dans l'approche, etc. Et le problème n'est pas qu'il y ait des manquements, c'est normal, qui est parfait. Mais le problème, c'est de dire qu'on est 100% inclusif alors qu'il y a des manquements. Ça, c'est le problème. Et en fait, c'est cette idée de dire on a une méthode et bam, et voilà. Et on reste dedans et on s'enfonce dedans. Et je suis très content, exactement. Et je suis vraiment content de voir au fur et à mesure des dernières années l'introduction des dumbbells aux Open, un peu d'ajout d'anti-rotation, de travail unilatéral. Aux Open, aux Games, du sled, du pig, du machin, du yoke, toutes ces choses-là qui me manquaient aussi pour contrebalancer tout ça. Beaucoup de poids du corps, enfin voilà. Toutes ces choses-là, je trouve que l'évolution est beaucoup plus en place maintenant. Alors, est-ce qu'elle est plus visible ou est-ce qu'il communique mieux? J'en sais rien. Mais je sais que moi, c'est un truc qui m'a beaucoup embêté et que c'est d'ailleurs une des choses que je suis venu chercher, en fait non, que je ne venais pas chercher chez toi et que j'ai trouvé, qui est, ok, en fait, on va ouvrir un peu nos écoutilles et on va essayer de regarder un peu à droite, à gauche et prendre là, et tu vois, et ça, en fait, cette curiosité-là, elle est nécessaire et pas à 25 ans. Tout le temps, en fait. Tout le temps, tout le temps. Et en permanence, on n'est jamais suffisamment intelligent pour s'arrêter, jamais. Et ça c'est quelque chose, tu sais, le plus je sais, le moins je sais, genre de choses, quoi. Le plus j'étudie, le plus je m'aperçois que c'est là où on voit la différence entre bon et vraiment bon. Et c'est cette capacité de dire, ah, ça marche pas là, pourquoi? Et d'aller sur la prochaine étape, même si la prochaine étape te force à voir que tu t'es planté sur certaines choses avant ou des choses comme ça. J'ai eu ça récemment avec quelqu'un qui me suit depuis très longtemps, mais je ne connaissais pas. Et il vit la moitié du temps au Brésil. Je me suis dit, oh cool. Donc on commence à parler et il a tout un truc sur le VO2 max. Tu vois ce que je veux dire? Et donc il disait, ouais, donc Janine est meilleure que lui parce que le VO2 max ceci, VO2 max cela. Et non, VO2 max c'est une mesure. Mais ça ne veut, c'est toujours la même chose. 3 plus 2 égale 5, ça ne veut pas dire la même chose que 5 et 3 plus 2. Ce sont deux concepts complètement différents en vérité. Exact. Et donc le VO2 max, c'est une mesure de la capacité cardiovasculaire sur certaines choses. Mais monter le VO2 max, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une meilleure performance sur certaines choses parce que la technique compte, la façon dont on affronte un workout compte. On a vu des gens qui sont très très bons en entraînement qui n'arrivent pas à faire en compétition et ça n'a rien à voir avec le VO2 max, c'est une question pas de psychologique, simplement de dealer avec un certain côté sympathique. Donc ça marche pas comme ça. Et donc il calculait tout en fonction du VO2 max par rapport à la performance. Pourquoi? Parce que son business est basé là-dessus. Son business, c'est mesurer le VO2 max et de là prendre toutes les conclusions possibles. Et ça marche pas comme ça. Ça veut dire qu'en fait, il faut imaginer ça pour moi. L'image, c'est j'ai un filtre à mettre devant le monde en fait. Quand je vois une situation, j'ai un filtre à mettre devant mes yeux et c'est que à travers ce filtre que je vais voir la situation. Sauf que il y a plein de situations où tu vas avoir besoin d'un autre filtre. Voilà, et c'est ce qu'il y a de plus dangereux, c'est ça, parce que si tu commences à aller dans cette direction-là par rapport au business, tout va t'incentiver à aller de ce côté-là. Parce que les gens commencent à te connaître sur le VO2 max, par exemple. Et donc, du coup, le plus tu étudies le VO2 max, le plus tu peux répondre d'une certaine manière, parler d'une certaine manière. Tu as ton cercle à toi qui est très petit, en vérité, c'est ce bubble, quoi. Mais bref, tu commences à en parler, les gens te disent « Oh, tu connais ça, tu connais ça ». Et donc, tu commences à vendre les choses par rapport à ça et ça marche bien au départ. Et avant que tu le saches, tu es bloqué du côté VO2 max. Et donc, ça commence à te changer mentalement. Maintenant, tu commences à te dire « Ouais, mais s'il y a un problème, je peux le régler par rapport au VO2 max parce que VO2 max, c'est ça que je connais. » Et avant de le savoir, boum, on est coincé dans un fil qui n'est
plus nécessairement bon par rapport au contexte dans lequel on est. Et c'est là que les problèmes commencent à vraiment devenir méchants au niveau du... Et je l'ai vu ça avec des gens connus, mais à droite, à gauche, où ça leur prend 10 ans pour dire « Oh, ouais, je me suis peut-être trompé ». C'est ça. Et est-ce que finalement, chez toi, c'est un trait de caractère est-ce que c'est quelque chose que tu as appris ou c'est quelque chose avec lequel tu penses que tu es né? Non, c'est appris. C'est Socrate, c'est Platon, c'est Cicéro, c'est appris. Donc ça veut dire que tu es pas né avec, tu l'as lu, tu t'es dit, OK, cette curiosité, elle est nécessaire, cette ouverture d'esprit, elle est nécessaire. Ouais. J'ai des gens qui sont passés avant moi et qui étaient très intelligents, qui m'ont transmis l'idée que c'était nécessaire. Oui, je suis probablement né dans un certain sens, mais j'ai énormément travaillé dessus. Mais c'est un état d'esprit. Donc, c'est une pensée, c'est un état d'esprit. Par exemple, tu sais, dans la religion, par exemple, musulmane, c'est cette humilité devant Dieu, quoi. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que pour moi, enfin, c'est pareil dans la religion chrétienne aussi, en parlant de ça, mais il y a vraiment tout un truc par rapport à ça, c'est l'humilité devant Dieu, par exemple. Mais, pour moi, c'était la même chose, mais par rapport aux êtres humains. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une humilité à avoir par rapport à la grandeur d'un Socrate, d'un Platon, des gens comme ça, d'un Nietzsche, de tous ces gens-là qui étaient des gens qui ont fondamentalement changé la course de la race humaine, quoi. Ouais. Et c'est simplement pas parce qu'on est en 2000 par rapport à, tu vois ce que je veux dire, à 1200, quoi que ça, qu'on est nécessairement meilleur. C'est pas vrai. Il y avait des êtres humains exceptionnels à cette époque-là aussi, quoi. Bien sûr. Et donc, il y avait tout un côté une grande admiration de ma part par rapport à des gens comme ça. Et j'ai lu énormément de choses, surtout sur les Grecs. Parce qu'il y a une pensée fondamentale qui s'est développée dans leur culture qui était tellement importante. C'est vraiment Socrate, c'est le grand-père de la philosophie, c'est vraiment le grand-père de la société actuelle qu'on a, quoi. Et on voit, c'était la guerre de Troie, c'était tu sais, le côté asiatique contre le Western Society, quoi, qui commençait à cette époque-là. C'est vraiment les Grecs qui ont été la fondation de tout ça. Donc il y a une fondation de la pensée rationnelle qui se fait au travers de la philosophie. Et vraiment, on commence avec les Grecs de ce côté-là. Et donc ça c'est quelque chose qui se développe. Il faut le lire, quoi. Et c'est des années de travail. Et s'il y a une manière de penser de ce côté-là, quoi. Et ce que j'ai eu au départ, je pense, c'est cette admiration donc des êtres humains qui m'a permis vraiment de ne pas aller du côté religion, mais plutôt du côté philosophie, plutôt du côté humain, toujours. Et donc, je suis né avec une certaine curiosité, mais après ça, je l'ai travaillé énormément. Et c'est quelque chose qu'il faut continuellement travailler. C'est-à-dire que je ne m'arrête jamais par rapport à ça. On peut le faire, on peut la perdre. Il n'y a pas d'autre qu'on peut être né avec. Non, c'est sûr, c'est sûr. Particulièrement parce que déjà naturellement, on se rigidifie avec l'âge. Et ça va, c'est très dangereux. Et ça va être que de pire en pire en plus. Il faut le savoir, c'est que plus je me rigidifie, plus je vais me rigidifier vite. Et donc l'idée, c'est effectivement de garder cette souplesse d'esprit, cette élasticité. Tu sais, on parle de plasticité cérébrale. C'est vraiment cette idée de, allez, je peux continuer à absorber le truc, à envisager d'autres choses et à rester ouvert. Et c'est difficile parce que ça demande parfois de se dire, putain, j'ai fait de la merde. Je me suis planté. Ouais. Je me suis bien planté. Et maintenant, il va falloir faire mieux. Le business te rigidifie presque plus que l'argent. Et le business vont te rigidifier presque plus que les autres choses. C'est par jour. Le plus de succès on commence à avoir au niveau argent et business, le plus ça devient dur de ne pas faire ces erreurs-là. Parce que tu peux te retrouver coincé dans ton truc en fait à un moment donné. Tu te crées ta propre prison dorée. Si tu commences à perdre l'argent, si tu as tort mentalement, tu reviens à la pensée de départ, tu recommences. Il n'y a pas un prix à payer de ce côté-là. Tu dis, oh putain, j'étais tellement bête de ce côté-là, mais bon, bref, ça ne se voit pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux dire, ah, tu le mets derrière, on oublie, quoi. Quand tu as un business qui est lié là-dessus, tout d'un coup, tu commences à dire « Merde, j'ai eu tort » et tu dois dire ça à tous tes clients, ou tu perds des clients à cause de ça et il faut tout reconstruire d'une autre manière. Tout d'un coup, tu as un truc, tu as un bilan, tu as un truc dans la main qui dit « Tu t'es planté ». Pour l'ego et tout ça, c'est autre chose quand même. Hein. Et donc, le business de ce côté-là, ça peut être très, très dur. C'est très, très dur d'éviter cette rigidité si on a son business. Ouais. C'est un travail énorme par rapport à ça. Et
c'est un peu le problème des coachs qui veulent avoir leur gym, parce qu'ils se disent tous comme ça, je vais faire les choses à ma manière. C'est pas vrai. Parce que dès qu'on a une gym, c'est-à-dire qu'on a des clients. Ces clients-là, c'est une démographique particulière, généralement qui est basée sur la géographie de la gym et pas sur autre chose. Ouais, ouais. Et donc, on ne va pas avoir les clients qu'on va avoir les clients qui sont autour de la gym. Donc, c'est une démographique très particulière. Donc, la méthode d'entraînement va changer par rapport aux gens qui viennent dans ta gym. Et ça n'est pas nécessairement la façon dont toi, tu voudrais programmer. Et donc, déjà, c'est un problème. Je vais étayer complètement ce que tu dis. Ici, tu sais, moi, je suis dans une plutôt petite ville entre Liège et Bruxelles, historiquement plus campagne, qui se développe beaucoup justement parce que c'est entre deux grosses villes et surtout Bruxelles, qui est évidemment la capitale. Et c'est un niveau de vie assez riche et une population plutôt aisée. Et du coup, je vais attirer quel type de population dans une salle de CrossFit avec une salle qui coûte quasiment le double, voire le triple de certaines autres salles locales. Forcément, je vais avoir une population un petit peu plus âgée, un petit peu plus aisée, comme j'ai dit, etc. Si je prends ma salle et que je vais l'ouvrir à 100 mètres à Liège, dans la cité estudiantine, juste à côté d'une énorme université avec plusieurs milliers d'élèves, je vais avoir quoi comme population, à votre avis? Et forcément, je vais pas faire la même progrès, je vais pas avoir le même mindset, je vais pas avoir la même façon de parler aux gens, etc., etc. Et ça, c'est quand même super important d'en avoir conscience avant d'ouvrir. Par exemple, je suis au Brésil. On peut dire ce qu'on veut. La programmation, pour ce qui est des femmes, ça va être essentiellement les cuisses et les fesses, quoi. C'est-à-dire que si tu fais du CrossFit, tu fais essentiellement le haut du corps, crois-moi, elles vont toutes partir. Et s'il n'y a pas de femmes dans une box de CrossFit, il n'y a personne. Et donc, bien d'accord, CrossFit, c'est quand même parce qu'il y a des femmes magnifiques au CrossFit que tout le monde doit faire du CrossFit. Il ne faut pas non plus déconner, quoi. C'est pas pour les muscle-up. Bref, c'est une autre podcast. Mais tu viens ici, il va falloir faire des squats, des lunges, des machins. Elles veulent sécher, mais en gardant les jambes et les fesses, quoi. Et pas spécialement avoir des grosses épaules. Et les jambes et les fesses plutôt musclées, plutôt très musclées, là, quoi. Oui, très musclées. Donc, c'est ça ici, surtout à Rio, quoi. S'il faut avoir des jambes comme ça, des fesses comme ça, mais pas le haut du corps comme ça, c'est encore plus, quoi. Ok, si tu crois que ça ne va pas influencer ta programmation, tu ne comprends pas comment les choses marchent. Donc, le côté j'ai ma gym, je fais ce que je veux, c'est pas vrai. La démographie de tes clients vont changer, ta façon de voir les choses, ta programmation, les trucs comme ça, c'est comme ça, quoi. Comment est-ce que toi, tu as historiquement, parce que je sais que tu lis beaucoup d'études, mais ça n'a pas forcément été toujours le cas, je pense. Comment est-ce que tu as appris historiquement et comment est-ce que tu apprends maintenant? Alors maintenant, je comprends vraiment, c'est dans les études énormément, mais peut-être avant, tu faisais comment? J'ai tout lu. Je suis une des rares personnes qui a lu 2 fois, en plus, le livre de Louis Simmons. Tu sais, le West Side System. Tout le monde en parle, personne ne l'a lu. Parce que si tu as lu le bouquin, tu t'aperçois d'un truc, c'est que c'est la même histoire qui répète à chaque fois. C'est pas le même prénom. Mais à coup de je ne l'ai pas lu, donc vas-y, explique. Parce que personne ne l'a lu. On est 27 à l'avoir lu, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il faut le lire? Parce que s'il faut le lire, je le lis. Hein. Non. Pas tant que ça. Non. Ok. Honnêtement, il faut aller choper les principes, quoi. Ouais, c'est énormément Louis Simmons qui parle de Louis Simmons, quoi. Et à chaque fois, il donne des exemples en disant, lui, il est parti de 500 pounds au squat jusqu'à 800. Ouais, et aussi, il a pris 40 kilos de poids corporel et il a mis le squat suit et ça, il a oublié de le dire. Donc, c'est que des trucs comme ça, le bouquin. Donc, bref. Mais j'ai lu tout ce qui est sur linear progression, Tudor Bompa, j'ai lu tous ces trucs-là au départ. J'ai lu énormément. Et donc, il y avait tout un côté, au moins connaître les bases. Il y a des bases de connaissances nécessaires qu'il faut avoir. C'est un peu comme la philosophie, c'est comme tout ça, quoi. Il y a des bases qu'il faut avoir et après garder la curiosité. Et d'ailleurs, je me permets, comme il y a peut-être des jeunes coachs qui regardent ça ou des gens qui veulent un jour l'être, est-ce que tu aurais 2-3 références? Tu dis, ça, il faut le faire, ça, il faut le lire, ou cette formation-là, il faut la faire, ou cette vidéo-là, il faut la voir. Ouais. Par exemple, on va donner 3 très faciles. Ok. On va dire Tudor Bompa, parce que c'est 1970, c'est le grand-père de la périodisation russe, enfin, à l'époque l'URSS. C'est vraiment, il était quoi? Il n'était pas russe, lui. Il était, non,
il venait du bloc Est, mais il n'était pas russe. Il est de la Roumanie, je crois. Mais bref, c'était le grand-père du système de périodisation. Et il faut lire ça pour comprendre où l'histoire des choses est très importante. Il faut comprendre où la périodisation a commencé, qui était la science du stress des années 70. Il faut comprendre ça parce qu'il faut comprendre où ils se sont plantés. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans les années 70, tout ce qui était neuroscience, on va dire ça comme ça, a énormément changé. Et donc, il faut voir où ils ont commencé le système de périodisation et tous ces trucs-là, parce qu'ils sont trompés sur énormément de choses, mais il faut au moins commencer au départ. Donc ça, c'est vraiment l'histoire de strength and conditioning, quoi. Je suis en train de regarder son livre. Vas-y. C'est théorie et méthodologie de l'entraînement, parce qu'il y en a plein en fait. Ouais. On peut commencer avec celui-là. Ouais. C'est le numéro 1. Je le mettrai en lien dans la description. Ouais, et si au début, les jeunes coachs ont peut-être des problèmes à lire parce que c'est long et c'est compliqué et tout ça, mais ça donne vraiment une bonne base. Il y a énormément de choses qu'il faut changer par rapport à ça parce que de nouveau, la science du stress a évolué en 50 ans comme rien d'autre, quoi. Mais bref, on commence par ça. Il faut voir le cycle donc de Ed Cohen, le meilleur powerlifter qui existait. Il a eu un cycle un de 10 semaines, un de 12 semaines. Donc, linear progression, c'est progression linéaire. Il faut lire ça, très simple. Mais regardez la progression au niveau des pourcentages. Ce qui est intéressant, c'est la progression au niveau du assistance work, du travail d'assistance. Parce que la grande question, c'est toujours la même. C'est au niveau de l'assistance, donc de assistance work. Est-ce que je le fais contre la progression au niveau des pourcentages ou avec la progression en pourcentage? Toujours une grande question, par exemple. Et c'est là la grande différence entre la progression linéaire et, par exemple, le conjugate system. Donc, il faut aller du côté de Dave Tate et voir comment est-ce qu'il a introduit le conjugate system, qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça marche, est-ce qu'on peut utiliser ça. Et à partir de là, on peut commencer. Donc, ce que j'aime bien avec Ed Cohen, c'est qu'on voit l'application directement par rapport à un sport comme le powerlifting. Et donc, ça donne une idée générale. Et sur le conjugate method, tu as… Dave Tate, il explique énormément sur les vidéos, tous ces trucs-là. Dave Tate. Mieux que Louis Simmons, honnêtement. Dave Tate est très, très bon par rapport à ça. Et ça va donner deux systèmes d'entraînement qui ont l'air d'être essentiellement opposés, plus ou moins. Et la réponse va généralement être entre une combinaison des deux, quoi. Et donc, ça commence à donner une certaine base. Ce sont trois choses que je pense qu'il faut connaître, de toute façon. Ça veut dire que si je suis un coach et que je veux vraiment créer un truc, un socle intéressant, je lis Ed Cohen, j'écoute Dave Tate peut-être. Ouais. Il a Elite FTS. Pardon? Elite FTS, c'est Dave Tate. C'est son site. Il a énormément de vidéos. Énormément. Si on est intéressé et qu'on parle anglais dans la programmation, il parle à Dan Green, le powerlifter, et ils expliquent leur façon de voir programmation par rapport au powerlifting. Dave Tate d'un côté, Dan Green de l'autre. C'est magnifique, c'est 10-15 minutes. On peut apprendre 4 ans de travail à l'école en 15 minutes à écouter ces deux-là. Je vous mets tout ça dans la description, évidemment. Le talk qu'il a eu avec Dan Green, c'est… Ok, j'ai ça ici, effectivement. Donc, Dan Green et Dave Tate. Et donc, de là, si on commence avec, ne serait-ce qu'à écouter Dave Tate et Dan Green, ils vont parler de choses et la plupart du temps, on va se dire de quoi ils parlent parce que je ne connais pas ce truc. Et hop, tu vas chercher. Il faut aller chercher. Et c'est là que la curiosité commence, quoi. Je me permets de dire que si vous voulez avoir une vision d'ensemble, je pense qu'il faut lire le Level 1 au moins une fois de CrossFit pour comprendre. Bien sûr. Parce que l'erreur, en fait, c'est d'apprendre le CrossFit en dehors, parce que toutes les visions que vous allez avoir vont être teintées. Vous venez chez moi voir le CrossFit, je vais vous donner ma vision, ma façon de faire, ce que moi j'ai appris pendant 9 ans maintenant. Vous lisez le Level 1, vous avez la source. Et ça, c'est quand même important. Il faut le lire au moins une fois pour comprendre le pourquoi, le comment, etc. Toutes les vidéos de Glassman, moi je les ai toutes vues. Ouais, pareil. Pas toutes, c'est pas vrai, mais j'en ai vu un paquet. Et c'est intéressant parce que tu vois vraiment sa méthode originelle.
d'où ça Exactement. vient, comment il voyait le truc. C'est très, très cool. C'est un orateur, le mec. Ah ouais. Ah oui, oui, Il il a un était très charismatique. charisme. Ah oui, 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 Ouais. oui. Très, très C'est vraiment impressionnant. intéressant. Ouais. C'est assez amusant de voir que le mec, il aurait pu être gourou d'une secte sans problème. Ah Hein. ouais. Ok. Ah, c'était impressionnant. Il était Franchement. gourou d'une secte. Ah, On va. Donc, je te le dise, mais. je vois très, très bien. Je vois très, très bien. J'ai une question à propos de tout ça qui est, euh, alors, je ne veux pas rentrer dans le cliché, mais je sais que voilà, tu es quelqu'un qui est très productif à ta manière. Ouais. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner à certaines personnes qui voudraient être plus productifs à leur manière? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire, que ce soit l'alimentation, l'entraînement, la manière de voir les choses, la manière de s'organiser, peu importe, n'importe quoi. Ouais. Comment est-ce que je peux faire plus, accomplir plus, tout en respectant mon mode de vie si c'est ce que je souhaite? Ouais. Deux choses. Donc, la première, c'est un cliché, mais c'est apprendre à apprendre. Ok? C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la mémorisation. Il faut laisser la mémorisation de côté parce que ça n'a jamais aidé personne. Il faut comprendre de quoi on parle. Pas mémoriser, mais comprendre. C'est-à-dire que dès qu'on regarde sur un système, une méthode ou quoi que ce soit, il faut comprendre les principes qui sont utilisés, les choses comme ça. Donc, il faut apprendre à apprendre. Et ça, c'est la pensée logique. On revient à la philosophie, au grec et tout ça. Donc, il faut comprendre ce que c'est qu'une pensée logique, comment aller de la 1 à B, à C, à D et à tout ça. Et pas se planter au milieu, toutes les erreurs. Tu sais, le strawman argument, c'est les trucs en anglais, ça. En français, comment est-ce qu'on dirait ça? Tu sais, quand par exemple les gens essaient de transformer ce que tu as dit de manière à pouvoir transformer l'argumentation d'une manière qui va être plus facile d'attaquer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, il très bien. simplifie ce que tu as dit, mais d'une manière, il le transforme comme ça devient facile à attaquer, quoi. Faites pas ça, ça sert à rien. Tout ce que vous allez faire, c'est d'essayer de gagner une bataille de mots, mais complètement manquer l'argumentation, quoi. Donc, ce sont des choses comme ça qu'il faut apprendre au départ. Et après ça, il faut bien comprendre que on ne va être productif que dans les choses qu'on aime, qui nous passionnent, quoi. C'est-à-dire que si c'est pas ton truc, c'est pas ton truc, tout va bien. Peut-être qu'on peut apprendre les bases, mais après ça, si on parle de devenir vraiment bon à quelque chose, faut que ça vienne du cœur, quoi. Ce que je fais avec le lactate et tout ça, moi, je le fais parce que mon truc, c'est la condition humaine. Donc, si je vois un angle qui me permet d'aider les gens et tout ça, donc je me dis, ok, je vais apprendre, et il n'y a rien qui va m'arrêter. Mais si j'avais commencé le lactate sans comprendre le pourquoi j'ai besoin de comprendre le lactate, je n'aurais jamais fait, parce que sinon, c'est la mémorisation et la biochimistrie, autant se flinguer maintenant, quoi. C'est-à-dire que moi, il y a des jours où je me disais, mais je ne veux pas apprendre ça, quoi. Je ne veux pas commencer à aller dans tout ce qui est chimie, biologie. Je ne veux pas le faire. J'ai toujours eu horreur de ça. Mais il y a un moment donné, je me suis dit, bon, pour comprendre le lactate, il faut aller de ce côté-là, donc je vais y aller. J'ai commencé à bosser et un an après, je connais mon sujet très bien, quoi. C'est un peu cliché, mais moi je parle souvent du fait d'avoir un pourquoi, une motivation profonde qui nous anime. Et en fait, c'est ça l'idée, hein, c'est que vous ne pourrez pas en fait mettre les mains dans le cambouis et être fatigué et pas avoir envie et le faire quand même, sauf si ça vous parle, quoi. Sauf si ça vous... Ok, je vais le faire, je vais y aller et tant pis, quoi. Et il y a des jours où c'est pas marrant et puis t'avances, quoi. C'est la plupart des jours, c'est pas marrant. Il y a des études, j'ai pas envie de les lire. J'ai le Strong Fit Vault, tu sais, sur Matthew Networks, quoi. Donc, je dois avoir, je sais pas, 200 études là-dessus. Ok, c'est pas les 200 études que j'ai lues. Non, c'est celles que tu penses qui sont intéressantes pour les autres. Exactement. Donc, imagine les autres, où je lisais des trucs en me disant, oh, ça, je vais me flinguer maintenant, quoi. J'en ai lu tellement des trucs. En plus, j'étais pas d'accord du tout avec les conclusions. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais des gens développer tout un truc, avoir une conclusion qui n'a rien à voir avec l'étude, des trucs comme ça qui à chaque fois me prenaient la tête. Et de nouveau, je ne voulais pas étudier le lactate. Je ne voulais pas étudier ça. J'ai horreur de la biologie. J'ai eu 2 professeurs qui m'ont traumatisé à l'école et qui m'ont donné horreur de la biologie. Je ne voulais pas rentrer là-dedans. Simplement, il y a un moment donné, j'en ai besoin. Pourquoi? Parce que je veux arriver à certaines choses. C'est comme tout ce qui est neuroscience. C'est pas toujours facile, hein. Non. Allez vous taper les lectures de Carl Friston, c'est 1h30 où le cerveau doit marcher assez bien, quoi, on va dire.
je pense que j'ai vu Moi, toutes ces j'arrive pas, hein. lectures Carl arriver. Friston, j'ai essayé. En plus, c'est en anglais. Oh, oh là là, c'est un truc. C'est Enfin, dur. Et je crois que ouais, ouais. j'ai vu toutes ces lectures online, quoi. Et à chaque fois, j'entends, tu sais, c'est les anges qui me parlent parce que l'intelligence du mec est extraordinaire. Mais enfin bon, il faut se le taper le truc quand même. Ouais, ouais. Et est-ce que ça va m'aider à lever plus de poids? Ok, donc c'est une bonne question. Je pense que oui, parce que ça m'aide à comprendre certaines choses dont j'ai besoin pour lever plus de poids. Hmm. Mais si ça n'est pas quelque chose évident, ne le faites pas. Parce que c'est énormément de travail. Dans 6 mois, vous avez déjà oublié, quoi. Parce que le truc, quand il s'agit d'apprendre, c'est pas tellement d'apprendre maintenant, parce que ça c'est facile, c'est de s'en souvenir dans un an, quoi. Et de savoir l'utiliser après. Ouais, ouais. Ouais, parce que dans un an, ça fait au moins, c'est toujours sur le lactate, mais il y a des trucs que j'ai étudiés, par exemple les orexin neurons, tu sais, les neurones Mhm. orexine, tous ces trucs-là, ça fait des mois que je ne l'ai pas lu, ça. Par contre, mais le concept et les idées, les principes sont toujours là. Ça, je m'en souviens très bien. Par contre, les trucs techniques, entre, tu sais, tout ce qui est noradrénaline et orexin neurons et tout ça, il y a deux, trois trucs qui sont un peu fuzzy, quoi. Parce que ça fait des mois que je n'ai pas lu là-dessus. Mais c'est pas grave. Je, j'ai gardé cette connaissance-là. Parce qu'à l'époque, j'ai fait attention. Je voulais apprendre les principes de la chose et pas simplement la mémorisation pour pouvoir donner dans les soirées 2, 3 mots orexin neurons. Tu vois ce que je veux dire? C'est super C'est pas ça intéressant le ce que tu but. dis avec les principes. Et d'ailleurs, Toujours. je t'en ai déjà parlé, donc voilà. Bon, moi, une des erreurs que j'ai faites avec Strong Fit au début, c'est de comprendre dans ma tête et, et de retenir. Mhm. Et en fait, et de pas forcément voir les principes en dessous. Ouais. Et en fait, c'est un vrai apprentissage. De dire, OK, je vais pas regarder seulement ce qui sort, Ouais. mais aussi ce qu'il y a en dessous, ce qui a construit le truc et comment les blocs se sont mis pour, tu vois ce que je veux dire, et prendre ce recul sur l'apprentissage. Et tu as fait une remarque intéressante à propos des études et des conclusions avec lesquelles tu n'étais pas d'accord. Ça, c'est un truc que moi, je suis en train d'apprendre maintenant et qui est incroyablement puissant. Tu sais, il y a ce truc qui est le biais de confirmation, qui est que quand Ouais. je pense quelque chose, je vais lire quelque chose, écouter quelque chose, tout ce que je vais faire va être dans la même direction. Alors, la chose la plus évidente pour le moment, c'est pro-vaccin, anti-vaccin. Alors, moi, je suis ni l'un ni l'autre, donc m'embêtez pas avec ça. Ne faites Mais pas l'idée, chier. c'est, merci, mais l'idée, c'est, en général, si je suis pro-vaccin ou anti-vaccin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller lire et écouter des sources qui vont confirmer ce que je pense. Mais prends ton courage à deux mains et aller écouter quelqu'un qui dit l'inverse et qui a des arguments sensés, et du coup te remettre en question par rapport à tes propres arguments, c'est super puissant. Parce que ça te permet d'avoir un avis qui est de plus en plus, en fait, si tu veux, tu vois, plus en plus affiné, de plus en plus Ouais. pertinent. Et je pense que c'est ce que tu fais aussi quand tu vas lire tes études. Si tu prends le lactate, par exemple, OK, au début, tu as une idée. Mais tu peux pas l'étayer, tu peux pas la confronter, tu peux pas, tu vois ce que je veux dire. Et Mhm. enfin, parce que j'observe ton fonctionnement à distance depuis des années, c'est, tu vas du coup en fait chercher là, tout un tas de preuves ou de contre-preuves pour pouvoir justement avoir un avis beaucoup plus fort derrière. Oui, et même dans les contre-preuves, il y a toujours un truc ici qui en vérité confirme là, mais par contre ne confirme pas de ce côté-là. Donc il y a, même quand la conclusion est donc c'est pas vrai, c'est jamais comme ça. En vérité, même dans une étude qui essaie d'être une contre-preuve, il y a quand même une partie de l'étude qui montre que cette partie-là de l'autre était correcte, mais simplement cette partie-là ne l'est pas. Et ça, c'est toujours comme ça de toute façon. Et donc ça nous permet à chaque fois d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe. Il faut bien voir ce sont aussi des êtres humains et ils ont des carrières, ils ont des boulots et donc ils essaient de se faire mousser en permanence avec certaines conclusions de manière à pouvoir avoir un éditeur qui les met dans de leur jeu. Comme ça, ils peuvent avoir leur boulot assuré comme professeur et des trucs comme ça. Il faut bien voir que ce sont des êtres humains aussi. Donc, il faut comprendre la façon dont ils écrivent. Ils utilisent un certain langage et ils essaient toujours d'avoir des conclusions qui vont pousser un éditeur à choisir leurs études à eux par rapport aux autres. Hmm. Il y a tout un travail pour avoir à ça qui se fait, mais quand on en a lu 50, 100, 200, 500, on commence à voir, OK, donc il dit ça pour ça ou quoi que ce soit, parce que les conclusions, les études, honnêtement, il y a généralement n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ah, c'est intéressant à savoir. Alors du coup, on est en 2022. C'est quoi la suite pour toi et ou pour Strong Fit? La suite
pour moi, enfin pour son fait que ça sera la même chose, c'est de continuer. C'est-à-dire que tout mon travail a été de lier la physiologie et la psychologie dans un sens. Il y a Brian McKenzie on en a parlé, on a fait finalement un Zoom call, comme ça on s'est présenté l'un à l'autre, et on en parlait justement par rapport à ça. C'était que le problème, et c'est vraiment la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire qu'on essaie de séparer la physiologie et la psychologie. Et il semblerait que la différence ne soit pas aussi grande qu'on veuille le croire. Et donc, par exemple, tu sais, ils essayent de dire que l'obésité n'a rien à voir avec la santé, par exemple. Des trucs comme ça qui sont absurdes. Mais tous les 3-4 podcasts que j'ai faits, en anglais, pardon, étaient par rapport à la connexion entre l'obésité et la dépression. Parce qu'il semblerait qu'il y ait une grande relation entre la graisse viscérale et la dépression, par exemple. Donc, ce sont des choses comme ça qui comptent énormément parce que ça veut dire que quand on essaye de prendre une catégorie de poids au powerlifting, on va peut-être se retrouver dans certaines conditions physiologiques qui ne sont pas les meilleures simplement en essayant de prendre du poids. Ou, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a énormément de choses qui sont liées au niveau de la performance par rapport à l'esprit. Je ne parle pas du niveau juste psychologique, de ce côté physiologique de l'esprit. Il y a un côté physiologique de l'esprit humain. Et donc, et on le lié, et tout ça est lié par rapport à tout ce qui est lactate, noradrénaline et tous ces trucs-là. Donc, si on peut comprendre ce lien entre physiologie et, on va dire, l'esprit, la personne, on peut améliorer la performance. Et donc, c'est vraiment là-dessus sur lequel je bosse. Tout est un trade-off. Tu ne peux pas simplement tirer d'un côté et ne penser qu'il ne va pas y avoir une réaction de l'autre, quoi. Et donc, tu vois ça au niveau du bodybuilding, les drogues, les trucs comme ça. Les gens de plus en plus pensent qu'ils peuvent simplement faire ça parce qu'ils veulent faire ça et qu'il ne va pas y avoir une conséquence de l'autre côté, quoi. Et donc, les choses vont devenir de plus en plus compliquées. Et donc, si les choses sont de plus en plus compliquées, il faut qu'on ait une connaissance de plus en plus précise de ces actions-là, de manière à pouvoir réduire par exemple, la guerre de l'obésité. On la gagne pas, quoi. Ah non. On peut dire ce qu'on veut, on n'est pas en train de gagner. On voit les gamins de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a bien un moment donné ou un autre, il va falloir quand même qu'on soit tous d'accord sur le fait que le sucre est un problème, que peut-être l'abus des carbohydrates n'est pas la meilleure chose. On va de l'autre côté, il y a de plus en plus des diététiciens qui poussent les carbohydrates. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à vendre. Tu vois ce que je veux dire? Non, manger des pâtes, tout va bien. Non, tout va pas bien. C'est un de mes plus gros combats ici avec ces gens à qui on donne des carbs 4 à 5 fois par jour. Et je dis, mais pourquoi? Le sucre, tu sais, les sodas, les trucs comme ça à l'école, les machins comme ça. Il y a certaines guerres qui sont des guerres secrètes qui sont en train de se faire, qu'on est en train de perdre. Par exemple, le sucre, la santé, ne serait-ce que physique, mais aussi la santé mentale, l'anxiété. On s'y est retrouvé vacciné, non vacciné. Pourquoi? Parce que c'est une guerre de classe qui, au départ, est une guerre religieuse qui vient de cette espèce d'anxiété dont on ne veut pas parler, parce que les gens qui bossent toute la journée, ils arrivent à la maison, ils ne se sentent pas bien. Ils se sentent pas bien parce que café, soda, mais aussi, ils ont une vie qu'ils n'aiment pas spécialement. Il y a énormément de choses dont on doit pouvoir parler, mais le monde est comme il est. Donc, comment est-ce qu'on peut changer? Comment est-ce qu'on peut améliorer la vie des gens? Voilà. Et nice. Ça demande une connaissance très précise. Et ça, c'est ton travail de fond et ta mission de vie, on le sent très, très clairement. Et du côté plus concret, pratico-pratique, c'est quoi la direction de StrongFit dans les 2 prochaines années? La programmation. Ça va être la programmation. C'est OK, on va aider. OK, comment? OK. C'est-à-dire que si on deal avec l'anxiété, comment est-ce qu'on programme par rapport à la dépression, les choses comme ça, quoi. OK, comment est-ce qu'on adapte l'entraînement à l'état de la personne? Ouais. OK. Ouais. Et ça, tu vas en parler en séminaire, dans le mentoring programme, Coaches Week, etc. etc. Okay, la programmation, parce qu'il y a un moment donné aussi, il faut parler de OK, donc quel exercice? Pourquoi cet exercice et pas celui-là? Pourquoi, tu sais, au niveau du West, au niveau de la technique de l'exercice, si la technique est trop grande, ça peut amener de l'anxiété. Mais il y a des moments, il faut aussi pousser du côté technique pour forcer la personne à travailler de ce côté-là. Donc,
Pourquoi cet exercice et pas celui-là? Et toujours pareil, donc linéaire, progression linéaire, contrôle conjugate. Pourquoi l'un et l'autre? Si tu es plutôt du côté anxieux, c'est l'un marche mieux que l'autre. Si on est dans un groupe, dans un groupe, une classe, est-ce qu'il faut utiliser plutôt linear progression ou plutôt conjugate system? Et c'est pas nécessairement un problème physique, c'est plutôt la dynamique d'une classe est différente de la dynamique d'un cours de 1 à 1, quoi. Et donc, il y a des choses comme ça qui, je pense qu'on peut améliorer les choses au niveau de la programmation simplement en prenant en compte qu'on deal avec des êtres humains, quoi. Donc, si on deal avec des êtres humains, il y a des différences qui se font en fonction de certaines choses. Et donc, on peut commencer à aller de l'avant par rapport à ça, quoi. Ça va être cool, ça va être très très cool. Tu sais, les groupes, par exemple, les classes, tu vois bien que, par exemple, une progression linéaire, ça peut être 8 semaines, 10 semaines, 12 semaines. En classe, ça ne va jamais marcher. Je n'ai jamais vu un coach qui arrivait à avoir une progression linéaire de 8 semaines sans que les gens partent en sucette quelque part. Ouais. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Tu as 4 semaines, peut-être 5. Généralement, 4 semaines, c'est tout, quoi. Au bout de 4 semaines, il faut bouger. On a fait un cycle ici récemment qui a duré un peu plus et on a fait 4 semaines, une semaine off, 4 semaines et c'était trop long. C'était trop long. On aurait dû changer après 4. Et ici, ce cycle-ci, le dernier, on a fait 6 et les gens étaient ravis parce que c'était de la force, c'était plus amusant. Enfin voilà, ils étaient ravis. Donc effectivement, je pense que 4, 5 et 6 c'est fun, 6, mais plutôt 4 ou 5, c'est très bien. Ça a l'air de marcher mieux, tu vois ce que je veux dire. La dynamique de la classe est différente. Les gens utilisent beaucoup plus d'énergie. Il y a un côté, tu sais, de socialisation et tout ça. Tandis que sur un one-on-one, on peut durer plus long. Donc, toutes ces choses-là doivent prendre en compte quand il s'agit de tout ce qui est programmation. Oui, c'est clair. Et est-ce que tu as des objectifs, je vais dire, pour le business, pour le côté projet d'entreprise, on va dire? Si StrongFit est une entreprise, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des objectifs de ce côté-là ou est-ce que c'est juste on fait notre mission et on verra? De toute façon, j'aurai toujours ma mission d'abord, ça ne changera jamais. Parce que j'ai aussi mes trucs à moi, même au niveau personnel, d'étudier plus, de connaître certaines choses et tout ça. Et dans la vie en général, j'ai toujours la même approche. Si je fais un bon boulot, les bonnes choses arriveront de toute façon. Ça a toujours été. Je me suis jamais vraiment stressé par rapport à autre chose que fais ton boulot à toi et le reste se passera. Mais il y a pas mal de gens qui ont commencé à vouloir me parler sur pouvoir utiliser les principes de StrongFit, par exemple, dans tout ce qui est, tu sais, les corporations, les trucs comme ça, parce qu'il y a énormément de travail qui se fait au niveau des grandes compagnies, au niveau des équipes. Et donc, ça veut dire que tout ce qui est au niveau performance, mais donc pas performance mentale, mais performance de travail. Et donc, qui est essentiellement mentale. Mais donc, il y a tout un côté physique, un côté nutrition, donc protocole par rapport à ça, dealer avec l'anxiété, dealer avec tout ça, qui peut être adapté au milieu professionnel. Et donc, je pense que ça va être un truc qui va se développer avec StrongFit, c'est le côté professionnel. C'est l'application des principes de StrongFit, mais qu'on fait en entreprise tous les jours, mais aussi en entreprise, du côté professionnel, par exemple. Tu as déjà des contacts? Ouais. Ah, c'est cool, parce que ça, je pense que ça va vraiment aider des gens, Ouais, on est en train de le faire en ce moment avec un mec qui est très haut là-dedans. On est en train de parler, justement, par rapport à ça. Mais ce que je voudrais faire aussi, moi, c'est m'occuper plus des gym owners, des proprios de ça, pouvoir les aider, parce qu'avec leur coach, c'est un peu la même idée, mais c'est-à-dire que quand on est un proprio de salle, il faut dealer avec ses coachs. C'est pas simplement dealer avec les clients, tu le sais mieux que tout le monde. C'est dealer avec ses coachs et tout ça. OK, donc comment est-ce qu'on gère cette formation de coach? Comment est-ce qu'on gère tous ces côtés-là, quoi? Et l'ambiance entre les coachs, et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, toutes les conneries qu'il ne faut pas faire parce que je les ai faites, des trucs comme ça, quoi. Me too. Ça m'intéresserait beaucoup de ce côté-là parce que la différence qu'on peut faire est plus grande de ce côté-là. Ouais, mais c'est sûr. Oui, je suis entièrement d'accord. La différence qu'on peut faire est plus grande. Normalement, à la fin des podcasts, je demande des recommandations, mais tu en as déjà donné énormément. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, un podcast particulier? Ça, c'est une question qui m'intéresse. Tiens, est-ce que tu recommanderais de suivre et d'apprendre d'un autre coach que toi? Est-ce qu'il y a un autre coach que tu trouves intéressant, inspirant, qui, si possible, s'il est actuel, c'est mieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un où tu te dis, OK, lui, il faut aller chercher des choses chez lui?
Ou chez elle, hein, d'ailleurs. Oui, oui, mais pas dans ce sens-là. C'est pas nécessairement un coach. Par exemple, des gens qui m'avaient fasciné. C'est par exemple un mec comme Jay Cutler, qui était 4 fois Monsieur Olympia, mais 6 fois deuxième. Donc le mec était pendant 10 C'est vrai, ans, on l'appelait l'éternel deuxième. Il était ou un ou deux, quoi. Et donc maintenant, il a 40 et des brouettes et il fait beaucoup de vidéos sur l'entraînement. Et à chaque fois, il te donne des trucs d'entraînement qui sont. Il y avait un truc où il est en train de coacher un jeune à s'entraîner et tout ça. Et honnêtement, comme coach, j'ai en train de regarder, disons, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Il lui donnait des bonnes idées en disant non, écoute, là, qu'il faut vraiment se connecter. L'idée, c'est pas simplement ça, c'est aussi de ce côté-là. Mais même, il parle de ses entraînements à lui et il disait, ouais, il y en a 1 sur 3 qui est bien, quoi. Les 2 autres, c'est juste du boulot, parce que franchement, je me suis vraiment pas bien donné. Ok. Et je dis, non, putain, il n'y a pas que moi. Ok, donc c'est normal, tout va bien. Ouais, alors que le mec est Mister Olympia, quoi. Ouais, 1 sur 3. Et c'est quand même Monsieur Olympia, quoi. Et tu te dis 1 sur 3, le reste, donc des trucs comme ça. Et donc il y avait énormément de perles de connaissances qui se faisaient sur des gens qui ont passé une vie entière à ne faire que ça. Et que tu disais, et le mec il te dit, donc quand je fais ça, c'est plutôt ça qui se passe ou quoi que ce soit. C'était Kai Green au départ, quoi. Quand il a commencé à monter, pour les premiers Monsieur Olympia au deuxième, il y avait un truc qui s'appelait Un jour avec Kai Green, quoi, où le mec il t'explique tous les matins il fait sa boucle, des trucs. Je fais pas ça du tout, mais c'est pas grave. C'est le côté, les habitudes qu'il faut créer, la façon dont il faut voir l'entraînement, les machins, les trucs. De ce côté-là, on peut apprendre tellement. Ce sont des artisans. Des artisans, exactement. Ce sont des artisans, quoi. Et c'est de ces gens-là que j'ai le plus appris. Et donc de ce côté-là, allez écouter Jay Cutler, il a énormément de choses qui dit sa capacité de travail, comment il a développé les trucs. Quand il s'agit de l'entraînement, le mec il sait de quoi il parle, quoi. Il est très intelligent, Jay Cutler, de ce côté-là. Et au niveau marketing, au niveau business, le mec il bosse, quoi. C'est très intéressant. Ces gens-là sont très 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 intéressants. Du côté powerlifting, qu'est-ce que tu penses de Mark Bell? J'écoute un peu des trucs qu'il fait. Non, Dave Tate est bien meilleur. Ok. Non, il y a des trucs très intéressants sur Mark Bell parce qu'ils sont très honnêtes. J'aime beaucoup. Il parle très honnêtement de choses dont personne ne peut parler. Voilà, moi, c'est un des trucs que j'apprécie en fait. C'est le côté très terre à terre. Ben voilà, les drogues, c'est comme ça. Le ceci, c'est ça. Il parle aussi des réponses sexuelles à tout ça. Enfin, tout ça est très, très transparent et c'est très, très intéressant. Donc ça, j'aime beaucoup. Mais comme coach, s'il y a un coach, on va dire, oui, il y a un coach que je voudrais que tout le monde suive, c'est Dave Tate. Ok. Parce qu'il a énormément de séries sur l'Internet où il parle lui, il est du côté conjugate system, bien évidemment, puisque c'est un Louis Simmons. Mais il a compris aussi qu'il doit être adapté d'une certaine manière sur certaines choses. Mais il a des concepts en place qui sont tellement intéressants. J'ai appris énormément avec ses vidéos à lui. Toujours. Je l'écoute toujours, toutes les semaines. Une ou deux vidéos. Ah ouais? Ah ouais, toujours. Il te donne des trucs à droite, à gauche ce sont des perles de connaissances, quoi. La différence entre un bodybuilder et un powerlifter. Un powerlifter, c'est chaque session compte. Un bodybuilder, c'est toutes les sessions comptent. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire qu'un powerlifter, c'est un sprinter. Il faut faire attention. Donc, cette session-là, on va pouvoir faire un gros progrès dans cette session-là. Il faut vraiment prendre la session comme la chose la plus importante. Le setup, le machin, le truc et tout ça. Donc, vraiment, c'est la session compte. Chaque session compte. Tandis qu'un bodybuilder, il y a presque, c'est pas grave. C'est le volume. Aujourd'hui, c'est l'accumulation qui compte. C'est ça, c'est le volume et la régularité, quoi. Contre un 5K, quoi. Contre un 5 km, quoi. Ouais. Donc, le bodybuilder, c'est un 5 km, le powerlifter, c'est un sprinter. Et tu vois bien au niveau de la mentalité, c'est exactement ça, quoi. Donc, tu vois ce que je veux dire? Le mec, il t'explique ça en 5 minutes, tu dis, mais c'est génial, son truc. Ouais, c'est hyper une idée tellement importante. Pour clôturer, parce que tu as déjà donné énormément de choses, la phrase ou le conseil ou la recommandation que tu voudrais donner à un coach qui voudrait, comme toi, finalement, vivre de sa mission, parce que je pense que c'est dans ça que tu es je pense, très inspirant. C'est, voilà, moi j'ai une mission de vie et j'en vis bien. Millionnaire ou pas, on s'en fout, mais j'en vis bien. Et ça me permet du coup de dégager du temps pour mes études, pour m'entraîner, pour m'occuper de ma famille, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et tout cet équilibre-là, il est quand même très inspirant.
Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ou comme recommandation ou comme phrase à ça? Deux choses, ouais. Donc, on en arrive à ce moment-là quand on a deux choses. La première chose, c'est qu'il faut devenir vraiment bon à quelque chose. Ok. Mais vraiment bon. C'est-à-dire, et ça, c'est une guerre dans un sens. Pour devenir vraiment bon à quelque chose, va falloir passer énormément d'heures sur des choses qui ne sont pas intéressantes sur Facebook, c'est sûr. Mais c'est énormément de détails, c'est énormément d'heures de travail. Mais il faut devenir vraiment bon à quelque chose. Pas bon, vraiment bon. Il faut se développer soi-même pour devenir vraiment bon. Et ça va forcer un regard sur soi-même qui très souvent ne va pas être gentil, on va dire. Il faut avoir un certain regard sur soi-même et s'oublier de manière à pouvoir devenir vraiment bon à quelque chose, quoi. Donc, il y a un sacrifice de ce côté-là. C'est la première chose. Ok. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas lâcher le morceau. Si vous avez une idée, une mission, quelque chose qui vraiment ne lâchez jamais le morceau. Même si vous êtes l'unique personne dans le monde qui pense que vous avez raison, c'est pas grave. C'est pas grave. Avec le temps, vous aurez raison. Simplement, il va falloir prouver tout le monde que tout le monde a tort. Ok. Donc, on va prouver que tout le monde a tort. C'est pas grave. Une personne à la fois. Ouais. La tête et boum, il faut continuer. C'est-à-dire que même si au début ça marche pas bien parce que vous n'êtes pas assez bon. C'est tout. Ça va marcher. Simplement, il va falloir devenir meilleur. Je suis entièrement d'accord. Et au départ, on n'est pas bon à quoi que ce soit. Il faut le savoir aussi. On peut être bon, mais on n'est pas vraiment bon au départ. Et pour devenir vraiment bon, ça prend du temps. Ça prend beaucoup d'échecs et de choses comme ça, mais il ne faut pas lâcher le morceau. Si vous pensez que votre mission est là, que vous avez raison, que c'est comme ça que vous allez faire les choses, ok. Le seul trade-off, c'est qu'il va falloir devenir vraiment bon dans votre truc. Et la réalité, c'est que vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas bon, pas encore. Et donc, c'est ce juste milieu. Donc, c'est ce juste milieu entre vraiment garder l'esprit focalisé et la tête dure sur ses convictions, mais l'ouverture d'esprit et la curiosité d'aller apprendre partout. Parce que pour devenir vraiment bon, il faut apprendre de partout. Et donc, il faut s'oublier, il faut oublier son ego, oublier tous ces trucs-là, parce que l'ego va être éclaté souvent, on va dire, et s'oublier soi-même, quoi. Il faut s'oublier soi-même, parce que on ne peut pas devenir vraiment bon à quelque chose en pensant à soi d'abord. Il n'y a pas moyen, parce que l'ego va se mettre au milieu de ces trucs-là. Mais est-ce que j'ai étudié ça pendant 1 an pour rien? Ouais, probablement. Mais c'est pas pour rien, parce qu'on a appris une manière de penser, et on a appris une manière de penser qui est la mauvaise manière. Ok, cool, comme ça on sait qu'il ne faut pas faire ça. C'est que c'est pas celle-là, ouais. Rien n'est jamais perdu. Tout se transforme, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'idée, c'est de ne jamais lâcher la mission, mais tous les chemins mènent à Rome dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas nécessairement quelle route il faut prendre pour arriver à la destination. Donc, il ne faut jamais lâcher la destination, mais en même temps, ne jamais penser qu'on sait exactement quelle route il faut prendre. Ouais, c'est jamais vrai, ça. Ça, c'est jamais vrai. Non. Jamais vrai. Jamais. Donc, mais il ne faut jamais lâcher la destination. Donc, trop souvent, on voit des gens qui s'aventurent dans une certaine route et ils se sont tellement investis qu'ils vont continuer dans cette route, peu importe de la destination. Et c'est là qu'on voit la plupart des erreurs. Et donc, vous allez retrouver dans un coin où vous ne voulez pas aller au départ et maintenant vous êtes perdu. Donc, l'idée, c'est de ne jamais lâcher la destination, mais il faut bien voir que la plupart des routes qu'on va essayer ne sont pas les bonnes. OK? On recommence? C'est ça. Prochaine. Et l'idée, c'est qu'il faut devenir vraiment bon à quelque chose. Et ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'échecs. Et alors? C'est cool, c'était un magnifique mot de la fin. Où est-ce que les gens te retrouvent? Strongfit.com ou .com ou sur Instagram à strongfit1. Ok, parfait, on fait comme ça. Julien, c'était passionnant. Merci. Et crois-moi, je pense que ce n'est pas le dernier podcast qu'on fait ensemble. Oui, on est bien d'accord. Ça m'intéresse beaucoup. Merci, c'est très cool. À bientôt.